Alors, comment avance ce projet de microprocesseur haute performance européen et puis surtout basse consommation? C'est ça qui en fait un projet absolument unique en son genre. Ce processeur espère être embarqué dans les prochains supercalculateurs mondiaux. On en parle avec Philippe Noton. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Ravi de vous recevoir à nouveau dans Smartech. Vous êtes le cofondateur de Cyperl, donc qui porte ce projet qui est hyper stratégique parce que remettre l'industrie du microprocesseur sur les terres européennes, c'est un sacré enjeu, même géopolitique aujourd'hui. C'est évidemment un projet donc soutenu par l'Union européenne. Alors, ce HPC, ce microprocesseur européen, je le disais, il a vocation à équiper les supercalculateurs, d'abord en Europe, mais plus largement partout dans le monde. Mais je voulais savoir déjà, en Europe, on se positionne comment par rapport aux supercalculateurs? On en a combien? Alors, ça va de mieux en mieux. Oui. Ça, c'est l'effort européen DG Connect et EuroHPC depuis quelques années. Il y en a il y a un classement international qui s'appelle le Top 500. Vous allez voir que maintenant, dans le Top 10, il y a plusieurs machines européennes. Il y a une machine en Finlande, il y a une machine en Italie, Leonardo. Il y a la machine allemande, le Jupiter, dont on va faire partie, qui va être allumée en 2025, qui sera probablement la plus grosse machine européenne à ce moment-là. Donc oui, l'effort européen. On dit aussi que chez Scaleway, qui travaille avec le laboratoire QTI, annoncé en grande pompe en novembre à Paris, il y a un supercalculateur qui est équivalent d'un top 10 aussi. Alors il y a Nabucodonosor, oui, qui font avec Nvidia et qu'ils ont annoncé il y a quelques mois, tout à fait, une valeur, je crois, de 200 millions d'euros, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas s'il va apparaître exactement dans le même classement, mais c'est effectivement très très visible. Donc ça pousse dans le bon sens, les efforts européens commencent à payer. Mais vous nous dites 0% aujourd'hui des microprocesseurs qui équipent les supercalculateurs en Europe sont européens. Alors ça, c'était avant. Ah, avant quoi? Là, ce qui change, avant qu'on arrive, avant l'Europe, etc. Effectivement, après nos annonces en fanfare d'une des plus grosses séries françaises là, en avril, on a annoncé, c'était en septembre, qu'on a été sélectionné pour la partie calcul intensif de cette machine allemande, le Jupiter. C'était technologie Cyperl, donc sur base européenne, en face de technologie américaine, il faut le dire pour ça. On a gagné, parce qu'on a le plaisir d'avoir été sélectionné pour être le moteur de calcul, la partie CPU de ce supercalculateur qui en 2025 sera la plus grosse machine européenne. Donc cette fois-ci, on pourra dire, il commence à y avoir vraiment de la techno au niveau puce électronique, donc microprocesseur, sur base européenne et sur base Cyperl dans notre cas. Alors pour bien comprendre ce que vous faites, parce que vous parlez de CPU, donc c'est ce qu'on appelle plus communément l'unité centrale, on va dire pour ceux qui ont un ordinateur. Pour faire du calcul générique, très rapide, ça calcule tout. C'est pas spécialisé, mais c'est capable de... Mais vous ne parlez pas de GPU, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence artificielle, on n'entend plus parler que de ça, quand même, des cartes GPU de Nvidia, en particulier, encore nécessaires à faire tourner ces grands algorithmes et ces grands modèles de langage d'intelligence artificielle. Il y a effectivement c'est pas deux stratégies, c'est deux types de composants, CPU pour tout calculer, ce qui est aujourd'hui notre spécialité, et des GPU qui sont arrivés historiquement par le monde des cartes graphiques. Du jeu vidéo, donc pour que les gamers accélèrent, il y a beaucoup plus d'images par seconde, il fallait qu'ils mettent des cartes graphiques. C'est ce qui a lancé Nvidia, c'est ce qui a lancé AMD avec Radeon, etc. Donc ça, c'est normal. Si ce n'est que ça a permis, à force de faire grossir la puissance de calcul apportée par les cartes graphiques, d'avoir vraiment des moteurs pour faire des très gros GPU, typiquement la machine des Scaleway Iliad, qui se prête très bien à du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Il se trouve que ce qui va cohabiter, c'est des accélérateurs, pour l'instant sous forme GPU pour toute cette partie machine learning, du CPU pour du calcul générique. Donc on a besoin des deux aujourd'hui. Il y a besoin des deux. Pas que des GPU, parce qu'on oublie le CPU. Parce qu'il y a tout l'effet monté, en partie hype, mais qui va quand même durer, parce que les marchés deviennent colossaux sur la partie hype. Parce que maintenant, il y a des moyens de calcul pour le faire. Il y a effectivement des résultats qui sont visibles, avec OpenAI, ChatGPT, ce qui va se passer avec Mistral. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a également un troisième groupe qui arrive, qui va être fondamental. C'est que pour l'AI, il y a le machine learning qui permet de préparer les modèles. Donc ça demande de très grosses puissances et de fédérer énormément de données. Alors données qui viennent de sources différentes, c'est un autre sujet, mais après une fois que le modèle est fait, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire quand vous êtes devant un chat GPT et que vous posez votre petite question, le prompt, il faut bien qu'il y ait un système qui calcule derrière, qui calcule le plus vite possible et qui consomme le moins par calcul. Donc ça, c'est après l'entraînement, finalement. C'est après l'entraînement. Il faut mettre ça sur d'autres types de composants. Enfin, d'autres types de composants, si vous voulez optimiser, que ça consomme le moins. Et là, ce que nos équipes travaillent depuis pas mal de temps, c'est que notre premier processeur, premier CPU, qui a été effectivement calibré pour cette machine allemande, va faire partie des premiers systèmes sur le marché, complètement calibrés, dimensionnés, pour faire également de l'inférence.
Et là, on sera sur la base de donc vous allez être aussi porté par cette vague de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas cacher qu'on a révisé nos forecasts à la hausse, parce qu'on a, nous, appelé chez nous, le marché data center AI monte, les chiffres sont là. En plus de ça, le marché du semi-conducteur est en train de complètement exploser. Tous les chiffres qui étaient prévus, on parlait d'un marché de 1000 milliards en 2030. Là, on parle maintenant d'un marché de 1100 milliards, mais en 2027. Et rien que la partie semi-conducteur pour les AI, par la présente 400 milliards sur 2027. C'est juste absolument colossal, et c'est quasiment la moitié du marché semi-conducteur qui va être pour ce type de composants. Donc on est forcément très content d'être sur cette sur 400 milliards, ça semble un chiffre incroyable, exceptionnel, mais alors j'ai envie de dire, c'est rien à côté de cet autre chiffre que j'ai entendu, 7000 milliards de dollars qu'irait chercher Sam Altman, donc ce patron désormais indéboulonnable d'OpenAI, qu'irait chercher pour développer cette industrie des microprocesseurs dont ont besoin énormément ces modèles de langage et ces intelligences artificielles. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça? Est-ce qu'il est venu vous voir, par exemple, Sam Altman? Alors, on discute plutôt pour l'instant avec ses concurrents européens, parce qu'il y a OpenAI côté US, mais il y a Mistral, il y a Alec sur la partie allemande, parce que l'idée, c'est comme de fédérer un écosystème, et tous ces modèles d'intelligence artificielle se posent pas qu'uniquement sur des systèmes NVIDIA et des systèmes américains. Donc, il faut faire créer la concurrence. Et ce qui est assez explosif sur le marché en ce moment, c'est les composants qui, pour l'instant, sont uniques, qui font très bien, qui sont très chers. C'est pour ça que toutes les courbes sont énormes. Et il y a un goulet d'étranglement en production, trop de chez TSMC à Taïwan, parce que c'est un système qui est pénurique. On est sur des puces qui sont très grosses, donc il faut plus de temps, et très compliqué, il faut plus de temps pour les produire. D'où son idée d'avoir beaucoup plus d'usines. Oui. Non. Admettons que les 7000 milliards arrivent. Ça va déjà fou. Voilà. Oui. C'est fou, mais bon, admettons que ça arrive. Maintenant, pour faire des usines, il faut énormément de temps. En fait, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension argent, admettons que ce soit réglé. La dimension temps, la dimension surface. Une fonderie, c'est pas un terrain de football, c'est un aéroport. Donc il faut trouver la surface, il faut énormément d'eau, il faut des terres rares, et il faut surtout, quelque chose qu'on n'a pas oublié, c'est des techniciens, des ingénieurs pour les faire tourner. Et dans le cadre des extensions de fonderies en ce moment qui dérivent de tous les Chips Act, US Chips Act, etc., les grosses problématiques, c'est plus l'argent pour ça, c'est trouver des ingénieurs et des techniciens pour les faire. Donc à un moment, il va y avoir une saturation. Bon, ça reste assez mystérieux, mais il y a quand même pas mal de cases à cocher pour être capable de le faire. Bon, après, même s'il a pas ces 7000 milliards, qu'il en a un petit peu moins, ce sera déjà beaucoup, j'imagine. Est-ce que ça peut ruisseler jusqu'à votre activité? Ah bah c'est parfait, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est des usines. Et ben voilà. Donc, et puis un peu de dollars aussi. Et en plus, s'il y avait des usines en Europe sur le type de techno qu'on utilise, ça sera encore mieux, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Mouton. Merci de m'avoir invité. À mes questions. Et on suit de près votre projet autour de SciPearl avec le HPC franco-européen. Merci. Allez, à suivre, on va recevoir de nouveaux visages de la tech pour parler d'une nouvelle façon de lutter contre l'isolement et la précarité.